pour ça qu'ils ont donné à Abdelhafid Boussouf le ministère des Liaisons générales. C'est ça. En 58. En 59, c'est là, on lui a donné l'autre ministère qui était à Mahmoud Cherif, le ministère de l'armement et des ravitaillements. Et c'est devenu un seul ministère. Voilà, un seul ministère. Absolument. Où il y a l'armement, le ravitaillement et les transmissions, les liaisons. Alors, vous avez commencé à compiler les archives, je ne suppose pas toutes, hein, puisque vous avez dû faire un choix, avec plusieurs moments. Hein. Généralement, ce sont des bulletins d'information et de renseignement qui sont sur une semaine, 10 jours, avec des mois. Ça commence août-septembre 61, ensuite on passe à octobre 61, décembre 61, janvier 62, février 62, jusqu'à mars 62. Alors, moi j'ai bien compris, évidemment, le pourquoi de ce choix, parce qu'il est excessivement important. Vous avez fait le choix en disant, il y a eu une période tout à fait cruciale, on savait qu'il y avait des premiers pourparlers secrets. Hein. Je crois que c'est même Pompidou qui avait été l'un des premiers à entretenir des par officines interposées, etc. et tout cela. Mais tout d'un coup, à partir de 61, effectivement, il va y avoir une accélération. Qui dit accélération? Il va y avoir réaction. Réaction de qui? Des plus grands ultras qui vont créer l'OAS, hein, OAS qui a été créé au départ par la Gaillarde, après la semaine des barricades. D'ailleurs, c'est lui-même qui a créé le truc, qui lui-même va être éliminé de l'OAS. Parce que l'OAS n'est pas une structure. On va voir qu'il y avait aussi beaucoup de dissensions, parce qu'il y avait une OAS extérieure et une OAS intérieure. Oui, oui. Et qui n'étaient pas toujours d'accord. Alors, je voudrais qu'on resitue un petit peu, parce que comme on va commencer à partir de août-septembre 61, pour rappel, pour surtout nos jeunes téléspectatrices et téléspectateurs, c'est important, il va y avoir un moment très important, et c'est là le démarrage de l'OAS, les barricades, hein, avec donc la Gaillarde. Hein. Donc là, on est en janvier 60, très important, la situation est très trouble, pas seulement en Algérie, mais en France également. Et puis il va y avoir ce qui va être le summum de la crise, je dirais, surtout qui va peut-être même mettre en cause la République française telle qu'elle. Hein. C'est ce qu'on appelle le putsch des fameux généraux, qui est en avril 61, où cette fameuse déclaration du carteron des généraux en retraite, Jouot, Zeller, Salan et Godard, c'est ça? Godard. Et Godard. Bon, alors, donc on voit bien la situation excessivement trouble, l'OAS existe, créée, etc. et tout cela. Puis là-dessus, on arrive à août 61, où franchement, on commence à aller vers la voie, c'est sûr, d'ouverture, de pourparlers et de négociations. Alors, ce que j'ai trouvé excessivement intéressant dans votre ouvrage, parce que par rapport à tous les bulletins qui vont courir jusqu'à mars 62, c'est comment on va avancer, reculer, et ceci par rapport à des bulletins d'information qui sont d'une richesse au niveau des commentaires, des rapports. Et je voudrais, Mohamed Debakh, que vous nous expliquiez, parce que ces bulletins d'information sont excessivement bien structurés. Alors, expliquez-moi, parce qu'il y a, on appelle situation amie, situation ennemie, le truc sur la terre. Alors, dites-nous un petit peu comment c'était structuré, ça. Écoutez, moi, là, il faut situer dans le temps. Écoutez, ces bulletins, ils ont été faits par des jeunes. Ça, il faut mettre l'accent, c'est des jeunes de 18 ans. Moyenne d'âge, 18 ans, 19 ans. Nous, on écoutait le centre d'écoute, on avait plusieurs centres d'écoute, le vis-à-vis, c'était des colonels. Avec nos moyens, c'était des jeunes, et on faisait ces bulletins-là aussi bien pour notre radio, et on a même créé l'APS en 57, oui. avec la télégraphie. C'est après, en 60, qu'il est devenu APS, avec le ministre Yazid Allah Yarhamou, c'est lui qui a l'information. C'est là où s'est créé l'APS. Mais nous, on a créé l'APS en 57.
Là, quand Abdelhamid Boussouf était membre du CCE, on disait qu'on était capable d'envoyer des bulletins en morse. Parce qu'avant, c'était l'agence TAS, il y avait l'agence Reuters, tout ça. Ils travaillaient en télétape. Donc, télétape, c'était pour nous le morse. Donc, on travaillait avec le morse. Donc, ce qui fait que déjà, on a commencé, c'est des gens-là. Et comme on récoltait tellement d'informations, on avait des services pour traiter ces informations pour voir. Et là, il fallait informer aussi bien avant qu'il y ait le gouvernement, l'état-major, informer l'état-major et les wilayas, comme quoi des convois de l'ennemi qui vont venir informer l'état-major, l'envoi de troupes à partir, parce que de Gaulle, quand il a commencé, en 1958, il pensait qu'avec Charles, avec ses 400 000, ça l'allait. Oui, il a liquidé la question. Pour lui, et après, il a commencé à demander l'aide de l'OTAN. Et on lui a prêté 400 000 autres. On va y revenir sur la question de l'OTAN. Voilà. Très intéressante. Et y compris la position de deux clans aux États-Unis, le clan de l'administration Kennedy et le clan des généraux va-t-en-guerre de l'OTAN. De l'OTAN. Mais quand ces jeunes, bon, je suppose qu'ils étaient plusieurs comme ça, et chacun avec un type d'information, on va voir comment... On va prendre un ou deux exemples de ces rapports. Hein. D'abord, ces rapports étaient destinés à qui? À l'état-major? À l'état-major, parce qu'après, c'est le gouvernement. Les rapports, et au GPRA? Le GPRA, l'état-major, et informer la délégation aux négociations d'avions. C'est ça. C'est ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Parce qu'il faut situer dans le temps, De Gaulle, il ne pouvait plus, parce qu'il y a déjà un coup d'État en avril 1961, donc il ne pouvait plus. Donc il y avait son Premier ministre, Debré, avec son ministre de la Défense, avec les services, et ils essayaient de contrer tout ce que faisait De Gaulle. Ils ne voulaient pas, ils étaient avec les ultras. Et c'est comme ça que De Gaulle, avec Charles, il a destitué Charles et il a mis le général Ehlers. C'est lui qui a pris la relève, parce que Charles était plus loyaliste. Voilà, disons. Plus loyaliste vis-à-vis de Gaulle. Il faut situer ça dans le temps. Nous, les bulletins d'information, c'est qu'on informait notre GPRA, le gouvernement provisoire, et on informait l'état-major, et aussi nos négociateurs, ils avaient de l'information, des éléments de réponse pour pouvoir discuter avec l'adversaire, l'ennemi d'hier. Alors, ce qui est vraiment étonnant, hein, quand j'ai lu tous les bulletins, on va prendre aller au hasard, hein, un bulletin, qu'importe hein, la date du bulletin, parce qu'ils ont tous une même structure. Hein. C'est important. On voit bien qu'il y a eu une formation de ces jeunes pour savoir comment écrire un rapport. Hein, et quelles sont les informations importantes. Alors, il y a la situation amie, je dirais, bon, c'est-à-dire où on en est, qu'est-ce que pense la population chez nous, hein, par rapport à un événement politique, hein, comment c'est réagi, quelles sont les réactions, etc. Ensuite, vous avez la situation ennemie, mais attention, sur le plan politique. Attention, là-bas, en France, hein, comment ça... Il y a les luttes entre les ultras, Debré, toute sa bande, etc., et tout ça, Soustelle et tout, et puis les gaullistes. Frey, etc., Sanguinetti, et tous les autres, l'armée, le moral de l'armée, en haut lieu et en bas, c'est très important ça, hein. Mais oui, c'est très précis, hein. Et alors là, chose étonnante, c'est après, qu'est-ce qui se passe dans nos pays frères, particulièrement au Maroc et en Tunisie, mais ce qui est absolument sidérant, c'est pas seulement sur que pensent-ils de notre évolution, mais quelle est leur situation politique et économique chez eux? Parce que ça va influencer leur rapport avec la France, et y compris avec nous. Alors, évidemment, c'est Maroc, Tunisie principalement, mais aussi d'autres pays, etc. Et puis, celui qui est parmi notre
plus grand ennemi, l'OS, hein, d'où le titre de votre ouvrage. Et alors, pour couronner le tout, parce que c'est d'une précision absolument remarquable, hein, quels sont les mouvements de troupes de l'armée ennemie, mais avec une précision incroyable. 3 camions se déplacent là, dans telle zone, dans telle zone. Alors, d'est en ouest, du nord au sud. Hein. Du nord au sud, c'est ça, oui. Et quelles sont, nous, les activités de la LN, à ce moment-là, aux frontières, est, ouest, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a Et ça donne tout d'un coup, chaque bulletin, il y en a à peu près quoi, 7 ou 8, ça, par les tranches chronologiques que j'ai données. Chaque bulletin, pour moi, je voyais ça comme un magnifique documentaire où tout d'un coup j'ai une image de ce qu'était, ce qu'on a appelé, de façon générale, la guerre d'Algérie. Et là, j'emploie bien le mot de la guerre d'Algérie, parce que il y a aussi bien la situation qui se déroule politique grave, très grave, en France. Dans le monde, les réactions des pays comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, l'Union soviétique de l'époque, etc. et tout ça. Et ça vous donne une image, pratiquement, de l'histoire d'une période très courte, hein, puisque ça dure à peine, même pas un an, hein, août 61, mars 62, qui va aboutir à ce fameux cessez-le-feu du 19 mars 62. Et alors là, c'est pas pour vous flatter, mais j'ai eu en main un plaisir absolument extraordinaire en tant qu'amoureux de l'histoire, de lire pour la première fois, grâce à ces rapports, quelque chose qui me donnait à parfaitement bien comprendre comment, pas à pas, on est arrivé à ce fameux cessez-le-feu, et ensuite qui vont aboutir sur les accords d'Évian, etc. Tout ça. Non, c'est vrai. Et écoutez, ça a commencé en 60. Hein. 60, quand De Gaulle a cherché la troisième voie. C'est ça. Quand il a commencé à chercher sa troisième voie, il a essayé de voir avec les Français d'Algérie, les Pieds Noirs. Eux, ils avaient une autre idée, algérienne, à leur façon. Nous, avec tous les militants qu'il y avait, l'Algérie, avec tous les militants qui étaient à l'intérieur, c'était déjà le De Gaulle, quand il a commencé par sa visite à Ain Mouchent le 9 décembre. La tournée des popotes. La tournée des popotes. À ce moment-là, il pensait, lui, que les gens vont sortir, De Gaulle, vive De Gaulle. Donc, ils sont sortis. Pour l'Algérie, ils sont sortis. Algérie, FLN et le président Farhat Abbas. Donc, il était étonné. Et de Ain Mouchent, il est venu à Alger. Et c'est là où il y a le boom à Alger. Il y a eu même des morts. Il y avait les ultras d'un côté. Et les gens sortaient, essayaient les drapeaux, même des drapeaux. Là, il était étonné. C'est comme ça qu'il est retourné, malgré qu'il voulait. Et à ce moment-là, c'est là que l'idée est venue. Il dit, bon, le FLN, vous êtes le FLN, mais vous n'êtes pas le représentant unique. Il doit venir le FAD, le MNA, les gens. C'est ça, oui. Vous n'êtes pas unique. Oui. Jusqu'aux accords d'Évian, même Jox ne voulait même pas discuter en tant que FLN. Non, il a dit, je ne discute pas avec le GPRA. Le GPRA. Je refuse le mot GPRA. Bien sûr. Je ne reconnais pas ce gouvernement. Non, il reconnaît parce que pas. Reconnaître, ça veut dire qu'on va discuter d'égal à égal. Et ça, c'est pas possible. Mais jamais il a reconnu le GPRA. Non. Jamais. Jamais. Pour vous dire, même après les accords d'Évian, quand ils ont terminé les accords d'Évian, et ils ont décidé de mettre un exécutif provisoire, et il y avait Fares, Moustapha, des gens, à ce moment-là, quand ça n'allait pas, Fares, il n'en pouvait plus, et Louis Jox n'a pas demandé le GPRA. Louis Jox a demandé les négociateurs, un des négociateurs, Saad Dahleb. C'est ça. Il lui a dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut que les militants FLN encadrent, on ne peut pas rester comme ça. Et c'est comme ça que la Wilaya 4 est descendue pour encadrer, parce que ça ne pouvait plus. Mais pour revenir aux bulletins, les bulletins d'information. Les bulletins d'information, comme vous dites, il y avait l'ennemi ami. C'était une analyse qui se pouvait avec le service d'écoute, avec les agents que nous avons à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur.
il y en avait même des gens qui étaient à l'Élysée, des sénateurs franco-algériens, qui, eux, nous aidaient. Donc, ce qui fait que même les négociateurs, quand ils allaient négocier, ils avaient des rapports, des procès-verbaux de l'Élysée. Alors, oui, c'est ça qui est étonnant. Parce qu'à un moment donné, ces bulletins montrent bien comment les services de renseignement vont se mettre en place, hein, c'est-à-dire que... alors on voit bien que les rédacteurs sont des gens, même s'ils sont très jeunes, excessivement aguerris, mais vraiment, hein. C'est pas, on n'a pas l'impression que c'est un petit jeune de 20 ans ou 25 ans qui a écrit ça, hein. Je dirais presque que bien souvent, j'aurais pu lire le texte que pourrait écrire en document secret le rapport d'un diplomate étranger d'un pays qu'il envoie à son propre pays, à son ministère des Affaires étrangères, ouais, ce que tout diplomate fait, bien évidemment, hein, sur le rapport de ce qui se passe dans le pays. Et je dirais que ces bulletins de renseignement, pour moi, ont été le début de la mise en place de ce qu'on appellerait, ce qui va être une extraordinaire épopée, l'histoire de la diplomatie algérienne. Bien sûr. On a créé à partir de là, parce qu'il y a des analyses tellement profondes sur des situations politiques, économiques, c'est extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. J'ai trouvé ça étonnant. Hein, en disant, au fait, il y a une usine qui est en train de se construire. Alors, la situation, par exemple, au Maroc, il y a des grèves, il y a l'UNFP qui va, etc. Alors, je me dis, mais c'est des analyses politiques fines, hein, idéologiques, je dirais même. Hein. Comment les États-Unis passent à droite... un rapport à un moment donné sur que pense le peuple britannique. Il s'en fiche, c'est loin de chez lui, ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais comme c'est un peuple qui n'aime pas trop faire une colonisation très violente, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle violence de la part de la France, qui était son ennemi héréditaire, etc., etc. Alors, on lit ça en se disant... Mais quelle maturité idéologique, diplomatique, politique avaient ces rédacteurs, hein, ce groupe de rédacteurs. On comprend mieux, je dirais qu'à la lecture de votre ouvrage, Mohamed Debah, on comprend mieux comment, effectivement, en 62, malheureusement, comme il y a eu le départ massif des Pieds Noirs, etc.,